un tribunal d'opinion qui s'est réuni, le tribunal Russell, sur la Palestine. Bon, je ne vais pas vous décrire pour ne pas dépasser le temps. Qu'est-ce que c'est le tribunal Russell? C'est un tribunal d'experts, de personnalités qui se réunit et qui discute et statue dans des situations où les États au niveau international ne répondent pas aux obligations qui leur incombent de faire respecter le droit international. Ce tribunal Russell s'était réuni dans le cadre de la guerre du Vietnam. Il s'est réuni aussi une fois contre les dictatures en Amérique latine. Et face à l'impasse au Proche-Orient, il s'est réuni sur la Palestine et dans sa session de Cape Town, en Afrique du Sud, il a déterminé que l'État d'Israël est passible de toutes les sanctions qui peuvent viser un État pour crime d'apartheid. Alors, un État est coupable de crime d'apartheid. La définition légale de la notion de crime d'apartheid, c'est la pratique d'actes inhumains et la persécution dans le cadre d'un régime d'apartheid. La notion d'acte inhumain comprend les assassinats à large échelle ou ciblés lors des incursions militaires, la torture et les traitements dégradants de prisonniers, la privation systématique des droits humains empêchant les Palestiniens, y compris les réfugiés, d'exercer leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Et quant à la notion de persécution, elle est définie comme une privation intentionnelle et grave des droits fondamentaux des membres d'un groupe identifiable dans le cadre d'attaques larges et systématiques contre des populations civiles, notamment le blocus de Gaza comme châtiment collectif, l'attaque de civils lors d'opérations militaires, la destruction de maisons non justifiées par des nécessités militaires et l'impact du mur sur des populations et la démolition des villages bédouins, notamment dans le Negev, en Israël même. Voilà pour le crime d'apartheid. Et je voudrais donner rapidement une petite liste de faits qui montrent qu'en Israël même, la politique à l'égard des Palestiniens est une politique d'apartheid. Le droit de vote aux élections est accordé aux Palestiniens, mais il est régulièrement menacé à l'encontre de certains partis. Il est interdit aux candidats de mettre en cause la nature juive de l'État d'Israël. Les terres des Palestiniens sont confisquées pour l'utilisation exclusive des citoyens juifs. 3% seulement des terres sont à disposition des Palestiniens d'Israël, alors qu'ils représentent 20% de la population. Et les Bédouins du Negev sont visés par une expulsion massive de leurs villages ancestraux. Les Palestiniens subissent une discrimination en matière d'application de la loi sur la réunification familiale. Un Palestinien qui se marie d'Israël avec une Palestinienne de Gaza ou de Cisjordanie, eh bien, sa femme n'a pas le droit de venir vivre en Israël. Il y a aussi une discrimination en matière d'approbation des permis de construire. Les Palestiniens d'Israël n'arrivent jamais à avoir des autorisations de construire. Il y a un refus de reconnaître les villages palestiniens existants depuis longtemps. L'accès à certains emplois est très limité ou interdit du fait de ne pas avoir fait le service militaire. Par exemple, l'accès aux emplois liés à la production d'énergie est barré aux Palestiniens. Il y a des pratiques discriminatoires des services policiers contre les citoyens palestiniens d'Israël. Il y a le cas du résistant Amir Makoul, qui purge actuellement une peine de 9 années d'emprisonnement, sans procès équitable, qui a été accusé sans preuve d'intelligence avec l'ennemi. Il y a aussi le fait que le bilinguisme, qui est supposé être officiel en Israël, hébreu et arabe, eh bien ce bilinguisme est de moins en moins respecté. De même, l'idéologie scolaire juive israélienne est imposée. Par ailleurs, les Palestiniens sont souvent des citoyens de seconde zone pour ce qui concerne les prestations sociales, de santé, éducatives, etc. Dans certaines villes mixtes israéliennes, la population palestinienne vit dans des quartiers ghettos. Vous voyez, tous ces exemples-là sont des exemples pour montrer que la politique d'apartheid s'exerce non seulement dans les colonies, comme l'a développé Julien,
mais en Israël même également. Voilà. Alors pour dire un mot sur l'Union juive française pour la paix, je serai assez rapide. Il y a un cliché qui a toujours circulé, comme quoi quand on est juif, on soutient forcément Israël. Ce cliché est véhiculé bien entendu par Israël et par tous les amis d'Israël. Mais ces amis d'Israël, c'est notamment les États occidentaux hein, et les autorités politiques françaises aussi. Hein. Bon, il est bien vrai que la majorité de la population juive dans le monde est plutôt du côté de la politique israélienne, mais en même temps, il ne faut pas non plus systématiser. La population juive, comme toute autre population dans le monde, est traversée par une diversité d'opinions. Hein, et il y a des juifs qui sont très mobilisés, et heureusement, contre la politique sioniste. Donc l'Union juive française pour la paix s'appuie sur des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de justice, de dignité des peuples, de droit des peuples à l'autodétermination. Nous nous appuyons aussi sur la mémoire des résistances dans lesquelles de nombreux juifs ont été engagés avec d'autres populations, bien sûr. Il s'agisse de la résistance antifasciste au nazisme et des résistances anticoloniales aussi, notamment dans les pays d'Afrique du Nord. Donc c'est tout cela nos valeurs politiques et culturelles, et c'est pour cela qu'on est engagé dans le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien dans divers collectifs, et particulièrement notamment dans la campagne BDS. Et parmi nos activités, on fait circuler depuis quelques années une exposition qu'on a conçue sur la situation des Bédouins du Negev, qui sont victimes d'une politique d'expulsion systématique depuis très longtemps. Voilà, bon, je ne dirai pas plus éventuellement dans la discussion. Et alors maintenant, concernant la campagne BDS, eh bien, la campagne BDS, c'est la réponse principale à l'impunité d'Israël face à ses exactions, à sa politique criminelle. Cette campagne BDS, elle a été lancée par la société civile palestinienne, elle a été lancée par plus de 170 associations de la société civile palestinienne, un an après la condamnation du mur d'annexion d'Israël par la Cour internationale de justice. Bon, il y a eu beaucoup de condamnations contre Israël, hein, par l'ONU, par les cours internationales, tout ça, et ça n'a jamais été suivi de sanctions. Et donc c'est face à cette situation que s'est formée la campagne BDS, et deux choses sont importantes à signaler. Après je dirai rapidement ses objectifs. C'est que cette campagne a été initiée par des Palestiniens eux-mêmes. Hein. Je souligne ça pour répondre aux gens qui veulent nous faire croire mais si vous faites un boycott systématique, ça sera les Palestiniens les premiers à en souffrir. Bon, vous voyez ce genre d'argument. Hein. Ce sont les Palestiniens qui nous demandent de développer le boycott. Et par ailleurs, ces Palestiniens, dans leur déclaration, disent bien que cette campagne est appelée, y compris en direction de la population juive honnête qui reconnaît les droits des peuples. Donc, il est hors de question d'opérer comme si l'ensemble de la population, comme si on estimait que l'ensemble de la population juive commet les crimes d'apartheid, hein, même si les gouvernants israéliens ont été malheureusement élus par la population israélienne pour pratiquer cette politique-là. Il existe une proportion de juifs insuffisante en Israël et aussi dans le monde,
qui est mobilisé contre l'apartheid israélien. Donc l'objectif de la campagne BDS, il est triple. Hein. D'abord, c'est mettre fin à l'occupation et à la colonisation de toutes les terres arabes et démanteler le mur. Hein. Et à cet objectif, c'est ajouter mettre fin au blocus de Gaza, donc c'est mettre fin à la colonisation. Deuxième objectif, c'est reconnaître les droits fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d'Israël à une égalité absolue. Et le troisième objectif, c'est de respecter, protéger et favoriser les droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leur maison et propriété, comme il est stimulé dans la résolution 194 de l'ONU. C'est-à-dire que le droit au retour est intégralement inscrit dans le droit international. Donc la campagne BDS, depuis qu'elle a été lancée donc en juillet 2005, s'est développée dans beaucoup de pays, en Europe, en Amérique, au Japon, au Maroc. Il y a même un groupe en Israël qui, bien sûr, est très minoritaire, mais qui apporte une aide précieuse quand même. C'est le groupe Boycott from Within, c'est-à-dire boycott de l'intérieur. En France, la campagne BDS a pris son envol après l'opération Plan Durci contre le peuple gazaoui en 2008-2009. Cette campagne est portée en France par le collectif BDS France, qui comprend près d'une cinquantaine d'associations et environ 35 collectifs locaux. Dans la cinquantaine d'associations, il y a à la fois des partis politiques, le parti de gauche, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, la gauche anticapitaliste, Alternative Libertaire, etc. Il y a des syndicats, la Confédération Paysanne, l'Union Syndicale Solidaire, Confédération Nationale du Travail, etc. Il y a des associations de sensibilités diverses, de sensibilités écolo, par exemple Artisans du Monde, de sensibilités non violentes, par exemple le MAN, Mouvement d'Action Non Violente, et bien sûr aussi beaucoup d'associations liées à la solidarité avec le peuple palestinien, Génération Palestine, le CCIPPP, l'UGFP, etc. Dans les syndicats, je crois que j'ai oublié le syndicat Sud qui est co-organisateur de la soirée aujourd'hui. Dans les collectifs locaux, il y a une douzaine par exemple de groupes locaux de l'AFPS. Voilà. Et dans le site web de la campagne BDS France, c'est www.bdsfrance.org. Voilà. Donc le boycott se décline de différentes façons, tout comme s'était décliné le boycott de l'Afrique du Sud, parce que, ça je n'avais pas signalé, mais dans la déclaration des associations palestiniennes qui appellent à BDS, il est souligné le fait que le mouvement BDS s'inspire des actions qui avaient été mises en œuvre contre l'Afrique du Sud à l'époque du boycott de l'Afrique du Sud. Et ces actions qui ont été mises en œuvre ont procédé à la fois du boycott économique, du boycott sportif et du boycott universitaire et culturel. Le boycott économique, il appelle les consommateurs ou n'importe quel organisme à ne pas se rendre complices d'une politique de violation du droit international et des droits humains en achetant des produits israéliens qui viennent des colonies de Cisjordanie ou du territoire israélien dans les frontières de 67. Il vise aussi certaines sociétés non israéliennes qui participent directement à la répression du peuple palestinien. Alors, je vais donner des exemples, des entités qui sont ciblées par la campagne BDS. Bon, il y a la société Méadrine, qui est exportatrice de produits agricoles israéliens, qui sont souvent issus des colonies. Et parmi ces produits agricoles, il y a les produits de la marque Jaffa. Il y a souvent dans beaucoup de commerces, qu'il s'agit de magasins Carrefour ou Franprix, des oranges avec un autocollant Jaffa. Bon ben voilà. Et ça, c'est commercialisé par la société Méadrine.
Il y a l'exemple des magasins Sephora, qui commercialisent les produits de beauté Ahava, qui sont issus de la mer Morte, et qui sont issus d'ailleurs, je peux préciser, de la partie de la mer Morte qui fait partie de la Cisjordanie. Hein. Je donnerai l'exemple des produits SodaStream, dont les médias ont beaucoup parlé ces derniers temps. Hein. Ça, je reviendrai là-dessus quand je parlerai des succès de la campagne BDS. Il y a aussi les produits Keter, c'est du petit matériel d'équipement. Il y a les médicaments génériques Teva. Il y a souvent de la publicité à la radio pour ces médicaments. Il y a la société anglo-danoise G4S qui équipe les prisons israéliennes de son matériel dit de sécurité. Et bon, je donne aussi, pour finir, l'exemple de la société américaine Caterpillar qui participe à la destruction du patrimoine palestinien et est complice de l'écrasement par ses bulldozers des citoyens palestiniens et a été aussi complice de l'assassinat de la militante pacifiste Rachel Corrie. Alors d'autres campagnes visent à ce que des sociétés se désinvestissent de leur partenariat complice de la politique coloniale israélienne. Ainsi, on appelle la société Orange à se désinvestir de son partenariat avec une société israélienne, Partner Communication, qui est une société qui investit en Cisjordanie et qui installe des antennes relais qui sont au seul service de l'armée et des colons, et qui exclut donc totalement la population palestinienne. Donc il y a une grande campagne. Il me reste 2 minutes, alors je vais faire un peu plus que 2 minutes, mais je vais faire beaucoup plus rapide. Voilà, le boycott sportif, bon, je ne développerai pas pour rester dans le temps, mais vous pouvez comprendre pourquoi le boycott sportif. Boycott universitaire et culturel. Ça, c'est un point qui est important parce que Israël tient à son image de société prétendument ouverte à tous les courants, même aux courants dissidents. Et donc, elle a à cœur d'inviter toutes sortes d'artistes à ces festivals. Et nous, on invite les artistes à ne pas se faire complices d'une politique de blanchiment de l'apartheid en répondant aux invitations d'Israël. Et ça a un impact. Hein. Il y a des artistes très connus, comme par exemple le leader des Pink Floyd. Mais progressivement, il y a d'autres artistes qui refusent d'aller en Israël. Par exemple, Titi Robin, qui a refusé, qui a écrit, qui s'est justifié. Voilà, c'est un cas. Donc je vais sauter certaines choses que je comptais dire. Donc je veux quand même donner des exemples des succès de la campagne BDS. Là, il y a eu la faillite de l'entreprise Agrexco. Il y a des grosses pertes de marché pour des entreprises impliquées dans la colonisation comme Alstom, l'entreprise Veolia dont le cours a chuté. Et puis aussi la banque franco-belge Dexia qui participe au financement des colonies. Et dans le rapporteur sur les colonies à l'ONU qui est Richard Falk, il vient de sortir un rapport accusant montrant bien que la banque Dexia est impliquée dans les colonies. Il y a d'importantes sociétés de fonds de pension qui se désinvestissent des sociétés israéliennes, et que ce soit dans des pays comme les Pays-Bas, la Norvège. Il y a des pays dans lesquels des directions de grandes surfaces
retirent de leur étalage des produits des colonies, hein, c'est le cas en Grande-Bretagne, en Hollande, en Suisse, et au niveau de l'Union européenne, il a été produit ce qui s'appelle les lignes directrices pour refuser dorénavant le financement ou les subventions à toute société qui travaille pour des colonies. Alors ces lignes directrices seront-elles réellement appliquées? Bien sûr, la question est toujours posée parce qu'Israël fait pression, hein, mais la campagne BDS continue son travail d'interpellation des divers élus pour veiller à ce que ces lignes directrices contre les sociétés qui coopèrent avec les colonies soient réellement appliquées. Et ça, c'est un point important. Donc, je vais abréger, hein, puisque... Alors, pour terminer, sur les perspectives de la campagne BDS, je tiens à souligner, et c'est la réalité, hein, que la campagne BDS se développe réellement, hein, quand bien même l'économie israélienne est-elle encore forte. On ne nie pas que l'économie israélienne est forte, hein, elle est forte au niveau du vente du matériel de répression, d'armement, elle est forte aussi au niveau du high-tech, hein, Israël est performant dans ce domaine-là. Mais il n'en demeure pas moins que petit à petit, la campagne BDS commence à inquiéter le gouvernement israélien, hein, qui le manifeste lui-même, hein, mais le patronat israélien également s'inquiète. Une partie d'entre lui voudrait qu'il y ait un accord de paix avec les Palestiniens, plutôt que de risquer l'amplification du boycott. Donc ces succès du boycott nous encouragent à persévérer, et le BDS, eh ben, c'est la chose principale, à mon avis, que l'on puisse pratiquer en France pour soutenir le peuple palestinien, et donc se confronter aussi à nos autorités en France pour qu'on puisse développer librement le BDS, pour qu'il n'y ait pas des procès, comme il y en a eu, il y en a encore qui sont en suspens. Il ne faut pas non plus donner une image trop sombre des plaintes qui ont été faites contre des militants BDS, parce que beaucoup de plaintes n'ont pas été traitées par la justice, il faut le savoir aussi. Mais il n'en demeure pas moins que la France est le seul pays en Europe où il y a des procès contre des militants de BDS, alors que le BDS, c'est quelque chose de légal dès lors que ça touche un sujet de politique d'intérêt général. Dans les autres pays européens, il n'y a pas de procès contre des militants. Donc, on ne se laisse pas intimider par ces procès. Bien sûr, on fait des mobilisations pour obtenir des relax. Il y a d'ailleurs eu des relax. Hein. Mais donc, on continue avec persévérance la campagne BDS, et on est persuadé que, de même que l'apartheid a été vaincu en Afrique du Sud, eh bien, il sera vaincu également en Israël et en Palestine. Voilà. Bonsoir. My sincere apologies, I will not be able to speak in French, so I hope my English will be understandable to most. Can you just talk? Bring it closer? Yeah. All right. So, when I first bring up the issue of Palestine... Ouais, attends. Just, il y a besoin de traduction ou pas? Ouais. Okay. Non, mais I will transfer. When I first bring up the issue of Palestine and Israel being an apartheid state, you know, the most common responses I get is, you know, apartheid
is a big word to be used for Israel, and you know, in comparison to the other apartheid that happened, there was a clear-cut scenario of blacks and whites, and there's no possible way in which you can, you can't make it a link between the both, or some. Quand je pose la question, enfin quand j'amène la question sur la table de qualifier la politique de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens de apartheid, la réponse que j'entends le plus souvent, c'est que apartheid c'est un mot qui est fort, qu'on ne peut pas comparer avec les autres expériences d'apartheid où il y avait des distinctions nettes entre les noirs, les blancs, etc. Some even take it to the distance of saying, well, look around you in other Arab neighboring countries. You have, you can't claim that, that their rights are better. For example, like in Saudi Arabia, etc. But my response is, you know what? I don't live there, and the apartheid is a legal word. It's a legal term, and it does apply in the territories of Palestine. Autre réponse que j'entends souvent, c'est mais regarde dans la région aux alentours, dans les pays arabes, etc., l'Arabie Saoudite et autres, les gens ils vivent encore moins bien, ils n'ont pas de droits, voilà. Et ma réponse dans ces cas-là, c'est de dire bah moi c'est pas là-bas que je vis, voilà, il vient de Jérusalem, et l'apartheid c'est quelque chose de légal, enfin qualifié légalement, et en l'occurrence ça s'applique à la politique israélienne. And more so, some even take the claim to say, well, look, Israel has an Arab minority within it, and they provide them with rights, etc., and they have the right to vote and work and so on. However, I go on to say that anyone with common sense can realize that the reality speaks for itself. And autre argument qu'on m'avance, c'est en Israël, il y a une minorité arabe qui a des droits, qui a le droit de vote, qui a le droit de travailler, etc. Et donc, why do I say the reality speaks for itself? If you look at the situation of the region of the state of Palestine and Israel, you can see that, uncommon to most common misconception is, there's a Palestinian state, there's an Israeli state. However, Israel is the hegemon power in the region, and it controls borders, export-import, calorie intake in Gaza, and it controls the most basic necessities of what a state should hold for. Donc lui dit la réalité parle d'elle-même. Contrairement à la vision communément répandue, il n'y a pas un État palestinien face à un État israélien. Il y a un pouvoir hégémonique qui est l'État d'Israël, qui contrôle les frontières, les importations, les exportations. Il a parlé des calories vers Gaza. J'explique de quoi il s'agit. Des documents. Il y a un document du gouvernement israélien qui a été rendu public il y a un peu plus d'1 an, je crois, où on s'est aperçu qu'en fait les autorisations pour les produits importés vers Gaza, sur lesquels il y a un blocus, il y avait un calcul qui était fait en fonction des nécessités caloriques des habitants de la bande de Gaza, et donc on laisse rentrer suffisamment pour qu'ils ne meurent pas de faim, mais pas plus. Voilà, donc ça aussi c'est sous contrôle de l'État d'Israël. Now, of course, I can even take it as far as saying that even the Palestinian Authority that's put in place, it can be seen through the scope of the interim agreements of Oslo as just subcontractors of security, and I put that between quotations, of Israel, and is not really a sovereign political party here. Et dans cette perspective-là, on peut tout à fait voir l'autorité palestinienne, donc, qui a été mise en place par les accords d'Oslo, les accords intérimaires, et en réalité un sous-traitant pour Israël, notamment de tâches sécuritaires, entre guillemets, et absolument pas un pouvoir politique souverain. Now, of course, the state of Israel defines itself as the Jewish state, and as that being said, it specifically gives privileges and rights to people of a specific ethnic and religious group. And so what does it do to keep, and it takes so far, again, one of its objectives, just like security,